Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Businesswoman en partenariat avec MAF Pro et l'AFE. Entreprendre en 2018, c'est le thème de cette édition. Vous le savez, nous sommes en direct sur Facebook. Alors pendant que vous préparez vos questions, laissez-moi vous présenter nos invités. Sandra Legrand, vous êtes auteure, conférencière et cofondatrice de yapuka.org. Bonjour. Viviane de Beaufort, vous êtes professeure de droit à l'ESSEC, également fondatrice des Women ESSEC Programmes et du club Génération Start-Upeuse. Bonjour. Et Marie-Éloi, vous êtes fondatrice de Bouge ta boîte et de Femmes de Bretagne. Bonjour. Alors nous sommes en 2017 encore, pour quelques jours, pour un mois. Vous êtes toutes les trois des entrepreneurs qui réussissent. Alors qu'est-ce que ça va être entreprendre en 2018, Viviane, selon vous? Alors comme je suis prof, j'ai une anti-sèche. J'ai voulu vous donner quelques chiffres et des tendances. 3 idées importantes, une envie d'entreprendre phénoménale chez les Français. 36% d'après une étude d'Invest Partners, Le Figaro, 54% chez les 18-35 ans et 20% des jeunes qui disent qu'ils vont entreprendre dès qu'ils ont fini leurs études. Donc il y a une vraie vague, c'est pour ça que moi je parle de génération start-upeuse. Deuxième tendance importante, une diversification des méthodes de financement, on en parlera peut-être, avec la grande vague du crowdfunding, plus 48% cette année, d'après moi, c'est pas fini, et des produits qui se mélangent, banque, assurance, prêt, crowdfunding, royalties à la place de levée de fonds, bref, on en parlera j'espère. Et enfin, et ça je suis vachement sensible, une sensibilité à toutes les questions RSE, de tous les entrepreneurs, start-upers, TPE, PMI, qui est en train de rejoindre la demande citoyenne et des consommateurs. Et là, il y a sans doute des business qui font sens, que j'appelle des projets à impact. Et y a-t-il une tendance pour les femmes en 2018? Oh, mais on va casser la baraque. Augmentation. Augmentation des femmes qui entreprennent, Sandra? Oui, on n'est pas encore à la parité au niveau de la création, puisque 30% en fait, des créations d'entreprises sont réalisées par des femmes, mais ça monte, notamment dans les jeunes générations les jeunes, aussi. Ouais, 40%. Et avant, il y a 15 ans, quand on posait la question, il y avait 70% de personnes qui voulaient être, on va dire, dans l'administration, fonctionnaires, et puis maintenant, on est à 80% qui veulent créer leur boîte. Donc ça, c'est une vraie innovation et c'est une vraie dynamique. C'est presque devenu un mode de vie. Et créer sa boîte justement en 2018, est-ce que ça va être, comme on se l'imagine encore, cette idée de trouver une idée révolutionnaire pour se lancer? Est-ce que c'est indispensable? Pas besoin d'une idée révolutionnaire en fait. Souvent, on repense un peu les usages, on met de la technologie là où il n'y en avait pas, dans des modes un petit peu traditionnels. Moi, j'ai créé une première société qui s'appelle Calidea, Canal CE Calidea, et qui a un peu révolutionné le marché du comité d'entreprise. Et là, j'en recrée une qui s'appelle yapuka.org et qui est en fait en train de travailler sur les jeunes, l'entretien oral et comment réussir ces entretiens. Donc, Et selon vous, Marie, vous avez une idée de ce que ça va être entreprendre en 2018? Alors, ce que je remarque, en tout cas, dans les territoires, c'est vraiment du sens, du sens, du sens, du sens. Elles ont toutes envie de créer avec sens, avec un impact territorial ou sociétal ou social ou écologique. Mais en tout cas, il y a vraiment ce sens qui est derrière et cette authenticité, faire vraiment ce auquel on croit, ce pourquoi on a envie de tout déchirer. Et c'est le profil également des bougeuses, les entrepreneurs issus de Bouge ta boîte, Alors que après, vous avez fondé. effectivement, il faut avoir l'envie de créer et ensuite il faut avoir l'envie d'en vivre. Et ça, c'est vraiment un cheval de bataille important pour toutes. On doit être proactif dans notre développement et ne pas en avoir peur, y aller à fond. il faut du sens et puis il faut du chiffre d'affaires et de l'ambition. Business et sens sont compatibles. Et ça, c'est 2018. Et les millénials l'ont bien compris. La génération start-upeuse l'a bien compris. Ils sont vraiment débarrassés de ce rapport à l'argent un peu ambivalent. Comme je veux faire quelque chose d'utile, je vais faire une association. Non, elles ont compris qu'on fait des start-up parce que si on arrive à développer un modèle scalable qui porte, on a un impact beaucoup plus fort, que ça soit sur une problématique environnementale, tu le disais Marie, sociétale. Et puis elles ont une conception de l'innovation qui n'est pas seulement tech. On a été beaucoup enfermés en France pendant des années sur l'innovation, c'est la technologie. Il n'y a pas que des ruptures technologiques, il y a une innovation des usages, il y a être un peu malin sur un marché,
réinventer un marché. Et souvent, elles inventent parce qu'elles ont, en tant que citoyennes ou consommatrices, identifié un manque. Et du coup, elles se disent, forcément, les autres vont partager aussi, et on y va et on essaye. Et justement, Sandra, vous, d'où vous est venue l'idée d'entreprendre ? Écoutez, moi j'ai passé 11 ans en fait dans un grand groupe qui fait des boissons gazeuses et puis c'était la belle saison des startups en 2000, les levées de fonds, les startups, les business angels. Donc j'avais envie d'entreprendre parce que j'avais fait beaucoup de petits jobs et ça c'est important de dire aux auditeurs de faire des petits jobs d'étudiants, de faire des expériences, des stages et je me suis dit tiens pourquoi pas créer ma société. Donc j'ai en 2000 un peu tout lâché parce qu'il faut avoir très envie en fait, c'est un peu la qualité première qu'il faut. Et puis je me suis dit je vais créer. Et donc en fait j'ai eu l'envie avant d'avoir l'idée. Donc ensuite, j'ai eu l'idée en travaillant sur le marché des comités d'entreprise. Donc je l'ai créé, développé pendant 16 ans. C'est une société que j'ai montée à 200 salariés, 70 millions de chiffre d'affaires. Donc je suis une militante de la croissance. D'ailleurs, j'ai été vice-présidente de Croissance Plus pendant des années parce que je pense qu'on n'a pas assez de grosses sociétés en France. On crée beaucoup, mais on ne grandit pas assez. Il y a 4000 entreprises de taille intermédiaire en France, alors qu'il y en a 3 fois plus dans les pays anglo-saxons ou l'Allemagne. Et après, voilà, je récidive, puisque 16 ans après, je recrée une nouvelle start-up. Alors, il y a quand même une différence. Quand on crée une deuxième fois, il y a des choses qui sont plus faciles, plus abordables. En termes de réseau, en termes d'accès, que ce soit des BPI, que ce soit des banques. Et le point commun que vous avez aussi toutes les trois, c'est quand même d'être un peu sur tous les fronts. Est-ce que ça aussi, c'est indispensable d'être sur divers domaines, slasheuse un peu comme on le dit c'est vrai que d'avoir une curiosité intellectuelle et un engagement, c'est important. Être sur tous les fronts, c'est parfois fatigant, mais c'est très utile pour toutes celles qu'on accompagne et qu'on essaye d'aider. Moi, j'aide plutôt des jeunes. J'ai commencé à parler, pour rigoler, je fais, moi, une crèche à start-up. Parce qu'avant que ce soit des belles boîtes, il faut déjà les aider à ce qu'on appelle l'idéation du projet, les accompagner, éviter qu'elles se découragent aussi. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà, les faire durer. Et avoir un peu une capacité à capter tous azimuts les tendances, en plus de son expertise. Bon, moi, c'est le droit. C'est très utile pour être agile et les aider à regarder là où il faut regarder. Donc des femmes agiles qui doivent être sur tous les fronts, ambitieuses, elles le sont un peu moins que les hommes, c'est ce qui les attend en 2018. Les secteurs porteurs justement, pour l'année prochaine, on va les aborder tout de suite, parce qu'il n'y a pas que les modes de travail qui évoluent, il y a aussi forcément les domaines selon les années. Sandra, quels sont les secteurs dans lesquels il faut se lancer en 2018 ? Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'objets connectés, de tout ce qui est durable, vert, économie verte. Après, je pense qu'il faut réinventer des modèles. Tous les marchés sont un peu ce qu'on appelle disruptés. Alors ça veut dire quoi, disrupter ? C'est un mot qui est assez simple, qui est en fait, c'est une rupture à la fois technologique, innovation, usage, sur un marché qui existe déjà et qui, entre guillemets, demande à être certainement un peu modifié, bousculé. Donc il faut repérer les marchés à disrupter ? Voilà, à disrupter. Alors on a fait toute cette... EdTech, c'est l'éducation tech, le FinTech, c'est la finance tech, le MedTech, c'est Medicament Tech, et puis la ChairTech, c'est le Human Resources Tech. Donc voilà, nous, avec Yapuka, on est un peu entre l'EdTech et la ChairTech, puisque c'est l'éducation et c'est aussi les ressources humaines, puisqu'après, c'est pour être dans un stage, premier job ou concours. Vous aidez justement aux entretiens pour les stages, les premiers emplois pour les jeunes notamment. Voilà, donc en fait, on peut rajouter tech un peu partout et ça fait un marché, mais voilà, il faut humer les tendances que disait donc Liliane, la tech, le vrai. digital. Oui. Et autrement. Je pense que c'est en 2018, c'est vraiment faire autrement. Elles ont toutes les marchés sont déjà tous là, mais elles ont toute cette idée. Finalement, ça existe déjà, mais je vais proposer un peu différemment. Donc innover. Le business autrement, c'est aussi du management autrement. Enfin, voilà, tous les secteurs et la façon de fonctionner. Tout ça, je pense, c'est autrement en 2018. Donc on a envie d'autre chose. Ajouter. Ouais. Je voudrais ajouter aussi tout ce qui est recycling en bon français. Autrement dit, l'économie circulaire, qui est une tendance énorme et qu'il faut pousser. Alto gâchis, réutiliser, faire des économies, parce que voilà, comme dit ma fille, il n'y a qu'une planète, pas de planète B, donc pas de plan B. Et il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont beaucoup plus conscients que nous à l'époque de cette finitude des ressources. Donc on en a beaucoup. Alors que là, on va parler de green tech, on se continue avec le tech. Et ils innovent, ils sont malins sur à la fois les usages et puis ils inventent des technologies parce que comme ils travaillent en groupe, il y a l'informaticien, il y a l'ingénieur qui va aider la marketeuse. Et je pense que au-delà des secteurs, la manière de travailler, utiliser le digital et jouer collectif,
Ça, c'est les vrais signaux forts. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas forcément que les secteurs, parce que quand on n'a pas d'idée aussi, on peut quand même se lancer et réussir. Est-ce que vous y avez pensé, par exemple, Sandra, avant de vous lancer au secteur dans lequel vous alliez travailler ou... Non, encore une fois, moi j'ai d'abord l'envie, qui à mon avis est l'ingrédient principal, parce que bon, c'est pas un long fleuve tranquille que de créer. En revanche, c'est énormément d'énergie, d'enthousiasme, de fierté, de joie, de bonheur. Donc j'encourage vraiment les gens, et d'ailleurs j'espère qu'on le porte bien toutes les trois. Mais en fait, d'abord l'envie, puis après j'ai regardé dans les secteurs que je connaissais en travaillant chez Coca-Cola, et j'en ai trouvé un qui me paraissait intéressant. Et après j'ai poussé. Donc ce qu'il faut, c'est analyser un petit peu le besoin, en fait. En quoi c'est important d'analyser ce besoin? Parce qu'il faut, en fait, c'est toujours pareil. Si on a une superbe idée, une superbe envie, mais que derrière il n'y a pas de besoin client, il n'y a pas de marché, à un moment, ça va s'arrêter. Une fois qu'on aura passé la phase idée, quand on va mettre en place le business plan, comme on dit, on ne va pas y arriver. Donc, il faut que ça réponde à un besoin, mais après, on peut susciter un besoin. Moi, quand j'ai créé effectivement Canal CE, effectivement, les CET-là, ils n'avaient pas forcément besoin d'un prestataire extérieur, puis je leur ai expliqué tous les bienfaits que ça pouvait avoir, et ils l'ont fait. Et là, c'est pareil, c'est en constatant que les jeunes ont besoin à un moment de se faire entraîner, et on révèle leur talent assez vite, parce que finalement, ils ont beaucoup de talent, mais parfois, ils le gardent pour eux, ils n'y pensent pas, ils n'osent pas, et en fait, quand on les entraîne, on voit que ça libère. Donc, c'est une grande joie. Et pour vous, Marie, alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'était d'abord l'envie ou l'idée dans un secteur qui était porteur? Mais en fait, je rejoins vraiment Sandra. Il faut que ça soit au fond de ses tripes. Parce que, comme tu dis, c'est super dur d'entreprendre, c'est génial, mais c'est super dur. Il faut que ça soit au fond de ses tripes. Et après, le petit secret, je pense, c'est d'en parler au plus de monde autour de soi. Parce que du coup, ça permet d'ajuster l'idée, de voir là où on a des faiblesses, de trouver, de l'enrichir. Et surtout, après, on est face à un miroir. Ça veut dire qu'on est coincé, comme on en a parlé à tout le monde. Ils vont tous nous dire, et alors t'en es où, et alors t'en es où? Donc on est obligé d'avancer. Donc à partir du moment où on sait à peu près ce qu'on veut, on y va. Et de toute façon, l'idée ne sera jamais finie au démarrage. Le projet à la fin, l'entreprise finie sera complètement différente de l'idée du démarrage, parce qu'on l'aura justement réajusté. Mais il faut juste commencer. Il faut faire le premier pas. Et le premier pas, le plus simple, c'est d'en parler autour de soi. De dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Et donc, on va avoir des encouragements, on va avoir des idées, etc. Et c'est comme ça qu'on se lance. Il y a une petite prise de risque aussi. Hein. Enfin, c'est vrai que quand on se lâche, il faut un moment y aller, et pas du bout des doigts. Il faut y aller à fond. Pleinement. Et quand on voit des entrepreneurs qui disent, bon, je vais essayer ça, puis si ça ne marche pas, soit je retourne, soit je fais ça. Non, non, surtout toi, tu dois être sûr que ça va marcher. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là? Conviction. Il y a écouter sa petite musique interne, mais effectivement, il faut faire attention qu'il ne faut pas être sur la planète Mars. Et dans les tests market, nous, on a inventé une technique dans mon club qui est toute bête. On a un groupe LinkedIn fermé. Et donc, quand il y en a une qui a une idée, là on teste un logo, par exemple. L'autre teste un nom. Mais en fait, on teste en live dans la collectivité et en fonction des retours, elles ajustent ou elles choisissent. Et la puissance du collectif, c'est hyper important. Elle sera encore plus importante. Et les jeunes l'utilisent vraiment très bien. C'est ce qu'on Tous appelle... âges, parce que par exemple, ce Femmes de Bretagne, elles sont 6000 et on s'entraîne. Donc il y a la plateforme collaborative où effectivement elles mettent les études de marché, les logos, les machins et tout le monde peut répondre. Et puis elles s'entraident, elles font des ateliers où elles peuvent s'entraider. La force du collectif, c'est ça qui donne la puissance et être accompagné. Et puis c'est le test and learn, comme on dit, c'est-à-dire maintenant on met un produit en place, on l'ajuste, on le teste, on le reteste avec les consommateurs. C'est plus, je passe 6 mois à construire quelque chose et puis quand je le sors, c'est trop tard. Et moi j'adore l'idée d'une phrase qui est toute simple et qui dit en fait si tu sors ton produit et que tu t'en as pas honte, c'est que tu l'as sorti trop tard. Oui, l'accompagnement, on en reparlera justement tout à l'heure. Je vais justement en profiter du fait qu'on parle de se lancer. Comment se lancer? Les startups, est-ce que c'est un moyen indispensable pour se lancer, Viviane? Alors, moi, je suis très branchée sur la culture start-up. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire exactement, parce qu'on utilise ce mot tout le temps. Donc je fais mon prof, casquette prof. Casquette prof. Une start-up, c'est en fait un bébé entreprise avec une vision, un projet, potentiellement un produit ou un service, mais pas encore assumé, qui n'a pas encore trouvé son business model. Autrement dit, il n'a pas trouvé le moyen d'en vivre. Donc, si tout va bien, ça doit être qu'une étape. Parce qu'à un moment donné, il faut aller, en bon français, au go-to-market et arriver à vivre de la vente de son produit, de son service. En France, et ça c'est un petit warning,
on a quand même un petit peu tendance à oublier que la start-up est destinée à devenir une entreprise, même TPE et puis PME, et puis on appelle ça une licorne, une grosse boîte. Et elle reste très souvent un peu trop longtemps dans un peu ces limbes, parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a des concours. Et donc, je voudrais envoyer le signal à ces jeunes femmes et à tous ces gens qui nous écoutent. Si vous avez envie d'entreprendre, ne soyez pas détournés par, je vais mettre des guillemets, l'argent un peu facile. Pensez que votre vocation d'entrepreneur, c'est d'aller sur un marché et d'arriver à un moment donné à vivre de votre produit. Justement, Marie, oui, si vous aviez envie de dire un mot justement sur le tabou de l'argent. Oui, parce qu'en fait, en 2018, il faut peut-être réussir enfin à le briser. Si on arrive à faire ça, ça serait fantastique, parce que ce que j'ai constaté dans les territoires, et ça a été confirmé avec une chercheuse avec laquelle je travaille, Séverine Leloarn, à Grenoble, il n'y a que 12% des femmes entrepreneurs qui vivent de leur activité. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on est entre 30 et 40% de femmes qui créent leur entreprise, donc c'est super, on arrive quasiment à la parité. Mais après, il faut en vivre. S'il y en a 88% qui n'en vivent pas, c'est quand même un problème. Donc, il y a 12 000 excuses, mais au moins, je fais ce que j'aime, et j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais voilà, j'ai été malade, etc. Mais non, le but de l'entreprise... se donnent un peu des excuses pour expliquer aussi le fait qu'elles n'en vivent pas, c'est ça que vous dites? C'est l'inconscient collectif, le poids culturel, historique qui nous donne aussi ces excuses-là. Et donc, comment on va justement passer voilà. Comment on change les codes? En fait, les codes économiques ont été forcément la lecture d'économique, l'écriture des codes économiques vient d'un univers masculin. Et donc, les femmes ont forcément du mal à se les approprier. Puis, voilà. Donc, il faut disrupter ça. Alors, chez Bouge ta boîte, qui est un réseau business, parce qu'il existe à peu près 500 réseaux féminins en France, mais pas de réseau business. Donc, on a lancé Bouge ta boîte là, il y a quelques mois, qui est un réseau business. Là, on a réinventé tout le vocabulaire. On a montré que l'argent, c'est une capacité d'agir, une liberté, que ça permet de rayonner sur son territoire, que ça permet d'avoir un impact, que grandir, c'est vraiment aussi une ambition de l'entreprise, et que le business et le sens sont compatibles. Et à partir du moment où on se rend compte que le business, c'est aussi du sens, c'est aussi affirmer sa valeur, parce que faire du business, c'est dire qui on est vraiment, et qu'on a de la valeur et qu'on a le droit de le dire et de fonctionner avec les autres comme ça. C'est un peu l'ambition en fait. Moi, j'ai coécrit avec Evelyne Planet-Cohen qui a monté Booster Academy, #ambition. Et en fait, toute ambition est légitime. Si on veut créer une société où on est seul, on est freelance, on est conseil, il n'y a pas de sujet. Si on veut créer une société qui devienne leader, ben voilà. Tout l'enjeu, c'est de se donner les moyens. Et les moyens, c'est des moyens financiers, mais pas que. Et effectivement, il faut derrière se dire, voilà, quelle est mon ambition, quels moyens je mets derrière. Mais l'ambition déjà de vivre de sa société, c'est déjà une très belle ambition. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Mais est-ce que la start-up est une étape indispensable? Viviane, vous avez été justement à l'aube de la montée des start-up. Et là, vous avez fondé le club Génération Start-upeuse. Vous pouvez peut-être nous en dire plus là-dessus. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Ça dépend du type de projet. On peut très bien créer une activité en indépendante, on peut en prestataire de services. Donc, il y a tout un tas de moyens. Il s'avère que les start-up ont un intérêt tout spécifique, c'est qu'elles sont porteuses d'un potentiel, on va dire scalable. C'est-à-dire qu'on peut développer au-delà du local, reproduire quelque chose sur un autre territoire. Moi, dans mon club Génération Start-upeuse, on va partir en Afrique, on va partir au Québec, aider des jeunes femmes. Et les plus jeunes se vivent citoyennes du monde. C'est la génération Erasmus+, nos enfants. Elles font quelque chose à Montpellier, mais elles peuvent très bien aller le faire à Panama City. Et pour ça, il faut quand même être dans un mode start-up. Donc, ça dépend du type de projet. Comme le dit Sandra, tout projet a du sens et il faut un peu de tout. Mais effectivement, quand on parle ambition économique et qu'on a une vision macro, entraînement de l'économie, croissance, emploi, les startups, c'est effectivement sans doute la bonne solution pour se lancer, parce que le go-to-market, il est à 3 ans ou 5 ans. Il faut se donner les moyens de tenir avant d'avoir réalisé sa prestation de service. Puis il peut y avoir des accélérations, bonne surprise. Et justement, votre club Génération Start-upeuse, on le rappelle et on le dit, c'est par des femmes et pour des femmes, un accompagnement. Vous parliez tout à l'heure, Marie, d'un chiffre, 12% des femmes qui en vivent. On a justement un internaute qui se demande quelle est la source de cette information. Alors c'est Séverine Leloarn qui a la chaire Femmes et Renouveau économique à l'école de management de Grenoble et qui a interviewé, donc voilà, qui a fait cette étude. Et ce qui est intéressant justement à ce sujet, c'est quand elle a demandé qu'est-ce que veut dire vivre correctement aux femmes entrepreneurs, elle répondait c'est gagner entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Et quand on pose la même question à un homme, c'est gagner entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Donc, si on avait nous la même vision
de ce que veut dire vivre correctement que les hommes, ce chiffre, il sera encore plus ratatiné. Alors, comment donner un coup de pouce aux femmes et aux femmes qui se lancent et aux startups en 2018, Sandra ? Déjà, je pense que c'est bien si plusieurs femmes parlent de façon épanouie de leur création d'entreprise, de leur développement, de leur croissance. Est-ce que ça passe pas aussi par les lois, ce qui va changer l'année prochaine ? Alors, on ne peut pas exactement serrer ce qui va changer parce que c'est en débat, hein, ça passe par la loi budgétaire. Mais globalement, c'est clair que ce gouvernement a une approche, on va dire, oxygénée. Hein. Ils essayent d'alléger un encadrement réglementaire qui est quand même extrêmement lourd en France, fiscal, droit du travail, etc. Les éléments intéressants que je veux partager, c'est la disparition de l'ISF pour une imposition sur les actifs mobiliers et immobiliers, qui vont permettre de drainer, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, de l'argent vers l'investissement sur les entreprises, avec une possibilité de déduction fiscale qui va passer de 18 à 30%. On avait payé 50, mais c'est déjà bien 30 et on fera 50 l'an prochain. On a proposé le PA jeune, il n'est pas passé, mais on va le repousser l'an prochain. Donc moi, je fais comme pour une entreprise, il faut avoir une vision pérenne sur une action moyen terme d'un gouvernement. Ils ont commencé, ils ont fait des choses vraiment intéressantes, ils ont fait passer la loi du travail. En gros, ils essayent effectivement de travailler sur les leviers pour créer un encouragement. Donc c'est l'allègement du cadre réglementaire, ouais, finalement. C'est un univers fiscal qui oriente de façon bonifiée, en tout cas, l'épargne vers la production et pas vers le livret A, pour ne pas le citer. Mais encore une fois, le financement, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc tout ce qui peut aider au financement, et donc ça, le gouvernement est quand même beaucoup axé là-dessus. Donc l'outil fiscal, notamment, c'est très important. Vous parlez de financement, on avait aussi une question sur Facebook qui se posait. Une personne qui veut s'associer, donc une question pour vous, Viviane. Caroline, exactement, veut s'associer. Est-ce que vous le conseillez? Parce que notamment, on lui avait conseillé pour une levée de fonds de son entreprise. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous conseillez et dans quel cadre? Oui, absolument. Les investisseurs, que ce soit des business angels ou des fonds d'investissement, tout ce que vous voulez, regardent toujours l'équipe, comme d'ailleurs pour faire un concours dans un incubateur, ils regardent l'équipe. Il y a un fondateur ou deux fondateurs et il y a l'équipe autour. Parce que seul, on s'épuise. Voilà. Alors après, c'est pas parce qu'on est en quête d'un associé qu'il faut faire tout et n'importe quoi, parce qu'un associé, c'est comme un mariage. Et en tant que juriste, j'ai une réponse. Et c'est une réponse qu'il faut marteler auprès de ces jeunes filles et aussi des jeunes garçons. Considérer que la réflexion avec un juriste ou un avocat est une réflexion pesée, mûrie, lentement, parce que c'est compliqué, de faire un pacte d'actionnaires pour pouvoir se projeter sur avec qui je m'associe, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on a la même vision de la boîte à 3 ans, et si finalement on se séparait, exactement comme un contrat de mariage, dans quelles conditions on se sépare, comment ça va se passer pour limiter la casse, c'est vital. On a fait une session sur les pactes d'actionnaires il y a 15 jours avec nos... On était 25. Vous ne pouvez pas imaginer les questions qui sont sorties et ce qu'on a réalisé de catastrophes évitées parfois et parfois pas évitées. Un jeune qui est parti du projet, ils n'avaient pas parlé de valorisation de la part qu'il prenait. Elle a passé tout son crowdfunding pour ce qu'on appelle le désintéressé. Autrement dit, elle n'avait plus d'argent pour développer sa boîte. Un conflit, l'autre qui va au contentieux. Donc il faut faire attention. Il n'y a pas que le droit politique publique. Le droit est un outil pour caler votre projet et permettre de négocier les virages quand ça se passe mal. Et c'est un investissement. Ce sont des situations que vous connaissez, ça vous parle en connaissance de cause? Ah mais complètement. Vous êtes associé également? Moi je suis associée, on a fait un pacte, on a mis plus de 2 mois avec une jeune avocate qui s'est associée au projet de Voyagir, parce qu'elle a eu un coup de foudre. On a mis 2 mois en faisant des allers-retours avec la fondatrice, qui est ma fille, son associé, et puis l'ensemble des autres associés qui ont un peu moins de capital, pour partager toutes les problématiques qu'on pouvait identifier. Il fait un certain nombre de pages, c'est un monument. C'est drôle parce que je l'ai reçu hier dans sa version finale. C'est nécessaire, parce que ça a permis aussi d'éviter les écueils, d'identifier qu'on n'avait pas tous forcément la même vision, et de faire des arbitrages avant que la boîte, on aille enlever de fonds et qu'on aille donc vers l'extérieur. Donc du coup, on est une équipe. Alors, et on va vers dehors. Oui, moi, j'ai testé les deux, puisque en fait, j'ai créé
Canal CE toute seule, sans associé. Et là, je crée Yapuka avec une de mes amies depuis 30 ans. Je co-crée donc avec Valérie Falala, qui est une experte RH. Et je dois dire que c'est beaucoup plus plaisant si on s'entend bien, parce qu'une fois qu'on a calé les choses et qu'on a bien réparti un petit peu les savoir-faire des unes et des autres, parce qu'on est assez complémentaires, c'est quand même, ça rassure, ça permet de partager, ça a un petit esprit ping-pong. Voilà. Mais il faut être aligné sur les valeurs. Voilà, c'est ce qui est très important. On peut être différent en termes de business, on peut avoir des avis différents, on peut avoir des expertises différentes, mais sur les valeurs qui sont la loyauté, l'honnêteté, le travail, la générosité, etc., il faut vraiment avoir les mêmes. Et vous, Marie, alors, est-ce que vous êtes associée ou vous êtes lancée toute seule ? Non, je me suis lancée toute seule pour l'instant, mais c'est en cours justement le pacte d'actionnaires parce que c'est essentiel et ça coûte assez cher. Ouais. Et donc souvent elles hésitent. Quand même après Femmes de Bretagne et puis après Bouge ta boîte, donc ça vient quand même assez tard aussi dans votre expérience. Bouge ta boîte, c'est tout récent. Oui. Non, mais il y a eu Femmes de Bretagne avant et vous êtes pas. C'était une association. Donc c'était une association. Ouais. Et là, vous vous êtes pas lancé directement en tant qu'associé parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne directement? Ah si, j'ai trouvé la bonne personne, les bonnes personnes, mais voilà, c'est un cheminement aussi à faire. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et par contre, ce que je veux dire, c'est que souvent, on hésite à aller voir l'expert comptable, le juriste, pour par exemple un pacte d'actionnaires, mais l'expert comptable aussi, parce que ça coûte cher au démarrage d'une entreprise. Forcément, on n'a pas les moyens du tout. Mais en fait, c'est un investissement, comme tu disais, Viviane, qui est essentiel, parce que ça évite ensuite des gros écueils par la suite. Donc, c'est vraiment à conseiller, mais pas que le pacte d'actionnaires, tout, aller voir l'expert comptable, tout ça. On parlait de ça à cause des associés. Vérifier les contrats, tout ça. C'est des partenaires, c'est plus que des prestataires, ce sont des partenaires. Mais c'est pour ça, pour mettre le pied à l'étrier des start-upeuses qui ont tendance à vraiment éviter tous les aspects, les chiffres, etc., parce qu'elles ont leur vision. Moi, j'ai fait ce club où j'ai des experts qui donnent du mécénat de compétences bénévolement. On a fait une charte de bienveillance et elles acceptent de donner 12 heures de leur temps dans l'année. Mais 12 heures en valeur ajoutée collective, c'est énorme. Et une fois qu'on a mis le pied à l'étrier à ces jeunes filles et qu'elles ont compris, on leur donne donc des conseils gratuits, vous l'avez bien compris. Elles ont compris, elles vont avoir un réflexe beaucoup plus professionnel, effectivement, d'aller faire rédiger un contrat. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quand même un écueil, on trouve un peu tout sur Internet. Voilà, donc elles se disent, je bidouille des trucs sur Internet, et elles sont malines. Le problème, c'est que ce n'est pas adapté à leur situation. Parce qu'un pacte, c'est un contrat et qu'il faut que ça soit adapté à sa situation. Dans tous les cas, en tout cas, vous parlez plus ou moins quand même d'accompagnement. Finalement, que tous les sujets qu'on a un peu abordés, il y a l'accompagnement. Donc justement, on va passer à cette partie-là qui est essentielle aujourd'hui. En quoi, selon vous, Marie, il est important de se faire accompagner aujourd'hui, mais encore plus en 2018? Alors, un chiffre, une entreprise accompagnée a 2 fois plus de chances de réussir. Donc, quels sont les facteurs? En fait, être accompagné, c'est aller voir les réseaux de la création d'entreprise. Donc, on peut aussi être accompagné, être entouré des réseaux collaboratifs, réseaux féminins, etc., qui vont encourager, qui vont pouvoir mettre des compétences à disposition. Mais les réseaux d'accompagnement de la création d'entreprise, eux, sont essentiels parce qu'ils vont voir toutes les failles. Ils vont mettre le doigt dessus, ils vont vous aider à rédiger le business plan, ils vont vous aiguiller vers les bonnes personnes. Et ça, c'est essentiel. Et après, il y en a différents niveaux. On peut aussi faire... Ou aller aussi selon aussi son budget, parce qu'il n'y a pas toutes les formes d'accompagnement qui sont gratuites. Quel budget consacré à ça? Si, beaucoup quand même. Il y a beaucoup de gratuité. Alors, ou gratuite ou en contrepartie parfois de capital, ou alors des prêts. À quoi vous pensez précisément? CCI-BGE, initiative qui peut faire des prêts d'honneur, qui offre des parrains marraines. Réseau Entreprendre quand on a un projet d'envergure qui aussi fait des prêts d'honneur assez importants et qui en plus vous permet d'avoir un parrain ou une marraine donc qui vous suit tous les mois. Donc ça, c'est essentiel. Ces réseaux-là sont essentiels. En France, on a la chance d'avoir un beau réseau, un écosystème riche en termes d'amorçage, de démarrage, que ce soit pour le financement, que ce soit pour l'accompagnement, que ce soit pour l'expertise, le mentorat, le bénévolat. On est vraiment gâtés en France. Voilà. Et je voudrais reparler donc d'une modalité un peu innovante de l'accompagnement puisqu'on a les outils du digital. Donc moi, je fais simplement que copier ce que font ces jeunes filles, utiliser le digital et le collectif. Donc je me suis pluguée en fait sur une plateforme d'évaluation gratuite des startups qui s'appelle WeRate. Et j'ai proposé à Patrick, le fondateur, de monter un club dédié au projet à impact. Le club Génération Startupeuse. Le club Génération Startupeuse. L'idée, c'est que ces startups que je sélectionne en fonction de la vision parce que la personne, c'est important aussi, de la vision de la fondatrice, de son équipe. Donc uniquement des femmes. Voilà. Ah oui, moi je fais de la positive action. On en a encore besoin, on verra plus tard. C'est sûr. Voilà. Mais elles ont le droit de venir en duo mixte. Mais il faut que ça soit elles the boss. C'est bon à savoir. Donc elles viennent faire évaluer leur projet
Et à partir de là, il y a les experts qui ont des coups de cœur pour le projet, qui vont les conseiller, qui vont poser la question qui fait mal mais qui permet qui va finalement les aider pour plus tard. Et après on fait le in real life, c'est-à-dire qu'on crée des vrais ateliers où on se rencontre, où on va faire des revues de projet, où en mode collectif on va leur donner des conseils, leur vision, travailler sur leur logo, ce que j'évoquais tout à l'heure, et puis se créer pour certains des projets des dream teams. Donc, je parlais de l'avocate qui a voulu, qui a voulu travailler sur Voyagir. Marine lui a dit, tu as tellement travaillé pour moi, j'ai pas d'argent, je te donne 1% de mon capital pour que tu fasses partie de l'aventure, par exemple. Et on est le capital, il y a toujours des solutions. Monnaie d'échange. Le mécénat de compétences, moi j'y crois beaucoup. À un moment donné, il faut que ça devienne aussi, que ça soit win-win. Et jusqu'à quel point vous les accompagnez avec Club Génération Start-upeuse ? Alors, c'est un peu confidentiel parce que je suis partie dans un trip un peu improbable et je sais pas si je vais délivrer. Mais mon projet pour 2018, je crée une association pour pouvoir développer le club, pour pouvoir le développer en territoire. Je vais commencer à Montpellier parce que je vis une partie de mon temps à Montpellier, mais aussi en Afrique. J'ai une proposition au Sénégal. Oui, parce que le digital, c'est géodélocalisé, donc on peut y arriver. Et le in real life, on peut le faire avec les réseaux locaux. Et comme le gros problème, c'est le capital, tu l'évoquais, et qu'il n'y a pas de seed, il n'y a pas d'amorçage vraiment, genre elles ont besoin de 50 000 €. Mais il y a des aides, je crois. Vous avez, ouais, mais les aides, c'est pas pareil. Mais d'abord, il faut aller un peu autour de soi. Donc j'essaie de monter... Sur les aides, sur le financement, Marie, des conseils peut-être. J'essaie de monter un fonds en fait, dédié au seed, pour qu'elles aient des petits tickets de 50 000 pour faire leur appli, etc. Pour une personne qui se lance, je donne la parole à Marie pour le financement. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Souvent, elles vont on va prendre l'argent autour de soi ou faire du crowdfunding, qui est vraiment difficile. C'est pas si simple le crowdfunding. Il faut vraiment être derrière et monter tout un plan, etc. Mais on peut aussi, et moi je conseille souvent de faire des prêts bancaires, parce qu'on a des garanties en France qui sont exceptionnelles pour les femmes. Ça veut dire que si on fait un prêt bancaire de 10 000 €, il y a des garanties comme le FGIF, Fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui est public, qui est destiné aux femmes entrepreneurs, qui garantit jusqu'à 70% du prêt. Donc, il est facile à obtenir ce prêt? Oui, il y a un dossier à remplir, etc. Il faut montrer qu'on... Oui. Et en fait, si on se plante, on perd 30% seulement des 10 000 €. C'est alors que si on investit avec son propre argent, on perd tout. Donc il y a des garanties bancaires, BPI France, etc. Il y a plusieurs garanties bancaires qui existent, qui nous permettent de garantir notre prêt bancaire et de ne pas nous mettre trop en danger. Donc vous les conseillez, ils sont essentiels ces prêts quand on débute et qu'on a besoin d'un minimum d'investissement. Il y a des prêts d'honneur, plutôt que d'utiliser ses fonds propres, par exemple. Prêts d'initiative, on fait des prêts d'honneur à taux zéro et c'est sur la personne, il n'y a pas d'intérêt à rembourser. Il y a plusieurs qui existent. Sandra, il faut élaborer sa stratégie et chaque personne. On va donner la parole à Sandra. Moi j'ai juste un petit truc astuce, allez acheter le guide du routard du financement. J'allais dire. Parce qu'il y a toutes les recettes à l'intérieur, tout est listé en fonction de votre profil. Et le deuxième conseil, c'est d'aller voir ses proches. Parce qu'honnêtement, vous avez beaucoup de gens qui vous aiment bien, qui vous aiment beaucoup, qui ont envie en fait de partager. Il faut savoir qu'il y a 11 millions de personnes qui ont envie de créer une société. Il y en a 400 000 qui passent à l'acte chaque année, 500 000. Donc les autres, tous ces millions de personnes qui ont envie de créer, ils vont le faire à travers vous. Donc allez voir votre famille, vos oncles, vos tantes, vos amis, les parents de vos amis et demandez-leur des petits tickets de 5, 10, 15, 20 000 €. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite 500 000 €. Et on commence comme ça et vous leur offrez l'opportunité de vivre une aventure avec vous et ils vont le faire parce qu'ils ont envie de vous suivre. Voilà. Donc, Et quel autre type d'accompagnement féminin vous conseilleriez Après les réseaux, on en a parlé, la BPI, bien sûr, qui co-garantit. En fait, une banque ne peut pas prendre de risques. Je veux dire, on parle beaucoup des banques, mais c'est pas facile pour un jeune entrepreneur d'avoir un prêt. Même moi, dans une récidive, c'était pas évident, on y est arrivé. Il n'y a pas de chiffre d'affaires immédiat. Les banques ne prennent pas de risques. Donc, il y a la BPI, la Banque publique d'investissement, qui fait un travail superbe. Vous y avez eu recours, vous, pour yapuka.org? Voilà, moi j'ai un prêt innovation avec la BPI qu'on a eu avec yapuka.org. On a une banque, la BNP, qui nous a aussi fait un prêt avec une co-garantie. Donc la co-garantie, c'est très simple. Si vous faites 100 000 € de prêt, BPI dit je co-garantis 50%, 50 000 €. Donc la banque prend un risque de 50 000 €. Voilà. Donc les prêts, les financements, finalement, si on se renseigne un petit peu, c'est assez facile à trouver ou c'est trouvable, non? C'est pas facile, mais c'est possible. Quelles conditions, quels conseils pour y arriver alors? Une stratégie de financement. Je voudrais revenir sur cette idée. Je voudrais
revenir sur l'idée de stratégie de financement. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toute une palette de possibilités. Donc, on évoque les prêts bancaires avec les garanties. Il y a le crowdfunding qui a un intérêt particulier, le crowdfunding. C'est que c'est pas, moi je dis, pour rigoler, je dis c'est chercher des sous, mais aussi chercher des soutiens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les jeunes filles ou jeunes femmes qui ont fait des campagnes de crowdfunding sur leur vision, leur projet, elles ont ramassé parfois 5 000, parfois 10 000, parfois 15 000, parfois plus. Voilà. Mais surtout, elles se sont fait connaître au-delà de leur soutien familial, ce que j'appelle la love money. Et donc, c'est aussi une opération marketing. Donc, c'est parfois extrêmement intéressant d'y penser, pas seulement pour récupérer l'argent qu'on pourrait avoir en prêt bancaire, mais en fait pour se faire connaître. Voilà, Marine, ma fille, elle a fait pour avoir, elle cherchait 5 000 €, elle en a eu 12 000, mais surtout, elle a eu 20 articles de presse. Et ça, c'était sorti nulle part. Et c'est simplement parce qu'elle a bien mené sa campagne. Donc, il y a l'aspect, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi se faire connaître. Le crowd equity, c'est peut-être important d'y penser. Donc, c'est comment est-ce qu'on va faire une levée de fonds et aller chercher de l'argent, non pas en one-to-one, qui est absolument chronophage, mais en passant par une plateforme qui va porter votre projet quand elle a été sélectionnée et qui va faire appel à la foule, un crowd, pour financer le projet. À propos de foule, je rebondis sur la foule qui est en train de nous écouter actuellement dans notre live Facebook. Il reste à peu près 10 minutes d'émission. Donc, on a bien vu qu'il y avait différentes manières de se faire accompagner, de se faire financer pour pouvoir investir, pour pouvoir se lancer. Voilà, bien réfléchir, suivre aussi l'actualité réglementaire qui va évoluer là ces prochaines semaines. On va passer un peu plus au concret, à l'année prochaine. Ça arrive dans quelques jours, comme je le disais en début d'émission. Vos conseils concrets pour entreprendre en 2018 au vu de vos expériences. Marie? Je pense que c'est ça, c'est être authentique et puis savoir ce qu'on peut apporter, savoir ce qu'on a envie d'apporter, comment contribuer autour de soi. Et puis y aller, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas juste mettre le petit orteil. Et puis voilà, je pense que c'est comme un saut en parachute, hein, il faut y aller d'un coup direct. Vous avez fait aller le saut en parachute ou pas? Oui, bien sûr. Mais il faut aller vers l'inconnu d'un coup ou d'un seul. 3 conseils pour réussir, peut-être? Alors, c'est s'entourer, donc les réseaux féminins, les réseaux de la création d'entreprise, être accompagné, persévérer. Et puis oui, oser, mais oser, c'est facile de dire oser. Oui, se demander qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ma phrase fétiche, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur, parce que du coup... Vous les piquez, du coup. Ouais, merci, mais du coup, le champ des possibles s'ouvre. Tous les freins s'enlèvent quand on dit qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur. J'ai cette idée, qu'est-ce que je ferais? Et là, tout apparaît, tout peut apparaître, et ça permet d'oser plus facilement. Voilà. Alors, moi, je dirais simplement, aujourd'hui, il y a énormément de formations. Alors, il y a le partage, mais il y a aussi la formation qui existe. Donc, il y a beaucoup de masters ou, enfin, dans la formation des écoles d'entrepreneurs, hein, que ce soit chez les entrepreneurs, mais pas que. Il y a énormément de véhicules. Et moi, je sais que j'ai fait une école qui était une des premières, l'IAE, qui formait un peu à être entrepreneur. Donc, on peut se former. Et puis, la vie, c'est se former tout le temps. D'ailleurs, on dit long life learning. C'est vrai qu'il faut continuer à se former. Donc, par des webinars, on l'a vu sur Internet, par plein de choses, et puis par des conférences qu'on va écouter, par des lives Facebook comme aujourd'hui. Donc on peut déjà beaucoup se sourcer et se former, ça c'est le premier point. Le deuxième, il faut effectivement à un moment se décider, avoir une petite prise de risque, y aller, avec quelques garanties quand même, essayer d'avoir un petit peu testé son produit, avoir un petit peu testé qui va mettre de l'argent, quel business angel va nous accompagner, un peu les banques, etc. Mais il faut à un moment se dire on y va, parce qu'on ne peut pas y aller à moitié. Et puis après, il faut être pugnace, en avoir envie, être optimiste, positif, parce que les premiers qui vont vous suivre, si vous flanchez un moment, si vous n'avez pas le sourire, si vous ne croyez que moyennement dans votre projet, c'est terminé. Donc la confiance en soi. Ouais, la confiance, l'envie, le positivisme, l'optimisme, et se dire, il y a toujours une solution. Et ne pas avoir un ego surdimensionné. Ça, c'est bien parce que les femmes ne l'ont pas. Elles ont même très peu d'ambition. On ne sait pas, on pose des questions, on a envie d'être aidé, on demande de l'aide. Voilà, on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Voyez. Même si en 2018, on sera aussi toujours dépendant justement des évolutions fiscales et juridiques. Il y a une question qui est
revient là-dessus. Viviane, on peut refaire un petit point sur ces évolutions. À quoi faut-il s'attendre? Je le redis, hein, les négociations avec l'Assemblée nationale sont en cours. Donc il y a eu un certain nombre de propositions, mais on ne sait pas ce qui va sortir du chapeau, donc je ne fais pas Madame Irma. Ce qui semble évident, c'est qu'il va y avoir la défiscalisation de l'imposition sur le revenu qui passe de 18% à 50% quand on investit dans des PME, etc. Donc moi je dis, regardez ce qu'on appelle les PEA-PME. J'en ai moi-même ouvert un pour le moment, il y a juste 100 € dessus, mais au moins il est ouvert, puis je verrai, parce que j'investis tout en crowdfunding sur le projet de ma fille où je suis Mais associée. le climat sera-t-il plus propice pour se lancer? Oui. La réponse est unanime, Okay. oui. Je voudrais quand même revenir sur le qu'est-ce qu'on peut dire en 2018. Parce que j'ai la casquette start-up et que je suis tout le temps avec des plus jeunes, partager. Parce que quand on doute, quand on est atteinte parce qu'on a raté un concours, parce qu'on n'a pas eu le dossier de subvention et qu'on veut abandonner, or les filles sont plus atteintes en général. C'est bizarre, j'ai remarqué quand elles pitchent et qu'elles plantent, les garçons, ça leur donne de la niaque parce qu'ils ont un espèce d'esprit de compétition et de concurrence, et les filles sont atteintes. C'est pour ça que je les accompagne davantage, parce qu'elles sont elles ont peut-être une sorte de fragilité, hein, voilà. Donc, partager, parce que quand on partage, les choses vont mieux. Je déposais les cailloux sur la table, hein, et puis, on n'en a pas parlé assez, le mentorat. Oui. Chercher des mentors, ça peut être des mentors garçons, hein, il ne faut pas rester dans notre truc. Chercher des mentors, des gens qui vous inspirent, allez les voir, demandez-leur des conseils, de les aider, de les rencontrer. Et n'ayez pas peur, parce que très souvent, ces gens sont dans la transmission et en fait, ils vous reçoivent très volontiers. Et ce que tu disais, ils donnent un peu, voilà, il ne faut pas exagérer, mais ils donnent un peu. Et puis je voudrais construire un peu son pitch, hein, on parle souvent de ça. Alors, dans Il n'y a plus qu'à .org. C'était le sujet de la précédente émission aussi. Exactement, Il n'y a plus qu'à.org, on entraîne à savoir s'exprimer, à savoir valoriser ce qu'on a fait, etc. pour des jeunes, que ce soit des étudiants ou après premier job et stage. Mais le pitch entrepreneur, on le fait aussi. Il faut à un moment, en 3 minutes, savoir donc, la vision, donc, en 30 secondes, entreprendre en 2018 et à tout âge. À tout âge. Ouais, on a beaucoup parlé des start-upers et des jeunes, etc. Mais c'est à tout âge, dans la tête, tout le monde. Oui. Ouais. Mais j'ai 4 start-upers qui ont 40 ans passés. Hein, voilà, c'est ça. Moi, je dirais tout simplement... Il n'y a pas de moment plus propice. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, il n'y a plus qu'à alors, chers entrepreneurs et... Il n'y a plus qu'à, mais ensemble. Au féminin et les hommes aussi. 2018, comme vous l'avez vu, s'annonce être une année pleine de promesses. Pour vous trois, mais aussi pour vous qui nous regardez grâce à vos éclairages. Merci beaucoup donc d'avoir partagé votre expérience sur notre plateau. De votre côté, nous espérons vous avoir donné envie de vous lancer en 2018. Sachez que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur demain.fr, wedobiz.com et ellesentreprennent.fr. 2018, c'est aussi l'année de notre prochain rendez-vous en janvier pour aborder une nouvelle thématique de Businesswoman. Alors d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque Businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.